afternoon. It is a real pleasure for me to welcome you all for the public defense of Dr. Matthieu Loposso. I would really like to welcome especially our guest from abroad. First of all, the promoter from the Université de Kinshasa, qui est ici pour cette occasion. Merci beaucoup. C'est le professeur Punga. And the other promoter is from here, that's Dirk de Ridder, is next to him. And then we have Professor Susie L. Neal from the University College in London. Nice to meet you here. And Professor Robert Andrien from the Centre Hospitalier Universitaire Sartman à Liège. Bienvenue ici aussi. Et last but not least, our local jury member, Professor Bernard Spitz, who is a gynecologist and always eager to promote collaboration with the South. So, our candidate, Matthieu, has 30 minutes to present his project. He has the floor, and thereafter we are going to ask him questions. Thank you, professors. August Assembly. I present my thesis, Advances in the Management of Obstetric Fistula. In this thesis, first I present the introduction, the aims, result, conclusion, and perspective. Obstetric fistula is an abnormal communication between the bladder, the vagina, urethra, and rectum. Is caused by photomaternal disproportion during the labor. Is following by leakage of urine or feces. This abnormal communication can be located between the bladder and uterus, between the bladder and the cervix, between the bladder and the vagina, or between urethra and the vagina. More time. In Africa, the problem is the delay of getting adequate help in the hospital, according to the three delays. The first delay is the delay in deciding to go to the hospital, traditional belief. For a woman to go to the hospital more time, she must to have permission of his husband or his family. Second, the delay in getting to the hospital, poor road access. More time. In Africa, we have a problem of the bus, of the bike, or of the ambulance. And the delay of getting adequate help at the hospital, financial reason. Sometimes in the hospital is the problem of the generator or the problem of electricity. About epidemiology. For obstetric fistula, we have inadequate study. For hospital-based study, we have more time overestimation. And for community-based study, we have sometimes underestimation. About systematic review. Adler studied evaluation of obstetric fistula in West Africa and in other countries. The incidence was 0.09 per 1,000 pregnancy and 0.66 per 1,000 in hospital-based study. For country, about association of stillbirth with obstetric fistula, the incidence was between 0 to 4.09 obstetric fistula case per 1,000 delivery, and the prevalence between 0 to 81 obstetric fistula case per 1,000 delivery. We have a high prevalence in rural areas. The risk of fistula is the young age, the short stature, the low socioeconomic stature, and illiteracy. In Democratic Republic of Congo, a big country located in the center of Africa with 12,355 square kilometers, we have 25 provinces. One of the provinces located in the western part is Bakongo. In Bakongo, we have 3 districts, Bafleuve, Cataract in the middle, and Lukaya.
In Lukaya, we have a big town, Kisantu. Kisantu is located at 126 kilometers from Kinshasa and 200 kilometers from Matadi. In Kisantu, in the last century, at the beginning, in 1920, the colonial power built a big hospital called Saint-Luc Hospital. In this hospital, since 2006, a qualified personnel of Leuven and a local team take care of women who have obstetric fistula, with the leadership of SOLFA, Solidarité Femmes Africaines, and Loposso. SOLFA organizes free treatment for all the patients who have fistula in this hospital. About fistula classification, we have several classifications. The element according to the classification is the size of the fistula, the location, urethral involvement, and fibrosis. Classification is useful to the extent that the classification is a meaningful relationship to the prognosis of the injury repair. Go and Waldex have been used to document sufficient number from diagnostic to follow up. In this thesis, we use Waldeck classification. In Waldeck, we have three types. The type 1, we have the fistula, located between the bladder and the vagina, and the mid distance between the edges of the fistula and external urethra meatus is greater than 4 cm. Type 2, we have type 2A, proximal urethral involvement, and type 2B, distal urethral involvement. For type 2A, the mean distance between the edges of the fistula and external urethra meatus is between 1 and 4 cm. And for type 2B, is between 0.5 and 1 cm. When the fistula is no circumferential, this is A, type 2A. And when it's circumferential, this is B, type 2AB. It's the same for type 2B. Type 3 is a complex fistula like a recto-vaginal fistula. Another element of Waldeck is the size of the fistula. We have a small, less than 2 cm, medium, 3 and 4 cm, a large, 5 and 5 cm, and extensive, greater than 6 cm. Another element is the state of anal sphincter. The second chapter of this thesis is about the aims and objectives. Our general aim is to improve the scientific knowledge about obstetric fistula. We have 5 specific aims, 3 about a retrospective study and 2 about a prospective study. Specific aim 1 is to study the etiology of obstetric fistula in Democratic Republic of Congo and in comparison with other countries. Our research question was, does the etiology of fistula in Democratic Republic of Congo similar to other countries of Africa? To test this hypothesis, we have a database of all the patients who was treated in Kisantu from 2006 to 2011. This data allows us to determine the etiology of fistula in Kisantu and the comparison with other countries. The specific M2 is to determine the risk factor for fistula recurrence and persistent incontinence following fistula repair. The research question was, are fibrosis and location of fistula risk factor for persistent incontinence after the treatment? To test this hypothesis, we have a database of all the patients who was seen and treated in Kisantu from 2006 to 2013. At the beginning, this data contain only classification and epidemiologic characteristics. At 2007, another program has been integrated about the follow-up post-treatment at 3 months. We have a descriptive data review, univariate and multivariate analysis, using logistic regression corrected for pre-operative characteristics and intraoperative characteristics was performed that allows us to determine the risk factor for the recurrence of a successful treatment of the surgical treatment of fistula. Specific M3 is the validation of urinary distress involuntary 6, and in continuous impact question 7
in Lingala and Kikongo, two languages spoken in this country. Our research question was, can quality of life of obstetric fistula patient and incontinent patient be measured efficiently by the use of the two international accepted questionnaire, incontinence impact question and urinary distress inventory. To test this hypothesis, we wanted to do the validation of incontinence impact question 7 and urinary distress inventory 6 in Lingala and the Congo. The purpose was to study the reliability, the validity, and the responsiveness. For the history, at the beginning, in United States of America, incontinence impact question had 30 questions, and urinary distress inventory had 19 questions. The question of incontinence impact question was about physical, travel, social, and emotional health. And for urinary distress inventory, it was about overactive bladder, stress urinary incontinence, and obstructive voiding. For to reduce the time of examination, incontinence impact question had now 7 questions, and urinary distress inventory had 6 questions. The short form had a good correlation with the long form. Specific M4 is to study the impact of structured program in a district hospital. Our research question was, can an integrated program of fistula be able to reduce the rate of obstetric fistula in a community? To test this hypothesis, we have our database. We have the year report of obstetrical activity in Kisantu from 2008 to 2012 that allows us to determine the impact of structured program in a district hospital. The last specific aim is to create a vesico-vaginal fistula model in red. Professors, August Assembly, our result. We begin by the last specific aim, animal experiment. In urology lab, we try to create a fistula. We use a sprague-Dwelly rate of 12 weeks. We use anesthesia isoflural, laparotomy. We put a catheter on the dome of the bladder, tunneling subcutaneous and fixation on the back of the neck for 1 week. We try another model. We put a bottom metal between the vagina and the bladder for to create ischemia, necrosis, and the fistula. And another model, we put a glue and the structure between the vagina and the bladder to create ischemia, necrosis, and fistula. Assessing the fistula, we use a dye test. We put a sock on the vagina and injection of methylene blue. We tried. After that, we did cervical dislocation, euthanasia, and dissection of the bladder, photographic after with microscopy. If we have a fistula, we wanted to do description of the natural history by ultrasound and clinical observation. Second, the healing of the fistula by spontaneous closure and bladder drainage. Thirdly, the healing of the fistula by injection of adipose-derived stem cell and transforming growth factor. This is the bladder and the catheter. This is a view of a hole on the bladder on its connection with the vagina and uterus bigorni, stained by methylene blue after dissection. Our purpose was to create a vesico-vaginal fistula in a small animal for to use for our experiment. Unfortunately, we couldn't achieve a stable fistula. Why? The natural regenerative capacity of weight may be a reason. Possible pre-operative irradiation could be a way of creating a local environment that could allow fistula creation. For this, research should continue to improve the management of vesico-vaginal fistula. For etiology of obstetric fistula in a district hospital in Democratic Republic of Congo, we have a retrospective database review from 2007 to 2012.
we have 146 patients who were treated in Kisantu and 117 had a primary fistula. 62% had a cesarean section, and the mean duration of obstetric labor was 30 hours. The reason in majority distance and access to healthcare facility in 55%. About the fistula classification in primary fistula, in majority we have fistula type 1, no urethral involvement, for 62 patients, 52.9%. About the fistula closure and the continence rate, for the type 1 in majority, we have a closure rate of 77% and a continence rate of 91%. Globally, we have a closure rate of 65% and the continence rate of 62%. Our conclusion, in Kisantu, we have high number of women who have obstetric fistula, and we have 62% of the patients who had cesarean section. In different from Eritrea, where Hassan described only 5% of the patients who had cesarean section, and Ethiopia, where Browning described only 50% of the patients who had cesarean section. But the problem of Kisantu was the delay of getting adequate care in the hospital. The delay in getting cesarean section in time. First, for access to the hospital, this is the role of the government. Personal reason, this is the role of education. And for hospital organization, this is the role of the hospital management and the government. About etiology of fistula in Kisantu, it was prolonged labor and not cesarean section. Despite adequate fistula closure, continence is only achieved in 62%. For this, more research is needed. The study has been published in 2014 in Urology and Urodynamic. About the predictor of recurrence and successful treatment following obstetric fistula surgery, we have 166 patients. In majority, it was type 1, 57.2%, followed by 3. 34 patients had cerebral fibrosis, and the most common location was pre-cervical, 39%. The overall recurrence rate at 3 months was 28%. For the fistula, located in the middle part of urethra, and the mean distance between the head distal of the fistula and external urethra meatus between 0.5 and 1 centimeter, all the patient had recurrence. Based on the pre- and post-operative Waldek classification system, the patients were complete covered in 71%. Univariate and multivariate analysis for recurrence corrected for preoperative and intraoperative characteristics show that location of fistula and fibrosis are predictor of recurrence after surgical treatment, with a ratio for location of fistula 3.57 and for fibrosis 2.59. Univariate and multivariate for successful treatment, we have the same result with a ratio 0.27 and for location of fistula and 0.33 for fibrosis. It means that the patient with fibrosis were 67% less likely to end up successfully in comparison with the patient without fibrosis. And the fistula located in urethra were 72% less likely to end up successfully in comparison with other locations of fistula. Kayondo in Kenya, Masinde, McFadden, and Browning stressed the impact of fibrosis and urethral location. The study confirmed that fibrosis and urethral location are independent risk factors for fistula recurrence or persistent following surgery. Further prospective research on appropriate surgical technique is needed. The study has been published in Urology in 2016. About the validation of incontinence impact question 7 and urinary distress inventory 6 in Lingala and Kikongo,
two languages spoken in the western part of this big country. The Comac alpha for the pilot study to the student was between 0.44 and 0.15. And for the patient, for the Comac alpha, for Lingala in Kinshasa, we have 35 patients. And for Kikongo in Kisantu, we have 33 patients. The Comac alpha for urinary distress involuntary 6 was 0.47 in both languages. But for incontinence impact caution, it was 0.96 in Lingala and 0.94 in Kikongo. The Comac alpha of urinary distress involuntary 6 was lower than the Comac alpha of incontinence impact caution 7. About the test retest reliability after 2 or 3 weeks of interval for the pilot study of students, it was 96% in Kinshasa and in Kisantu. But for the patient, we have 35 patients in Kinshasa. For urinary distress involuntary 6, it was 92%, and for incontinence impact caution, it was 87%. And for Kikongo, it was for urinary distress involuntary 80%, and for incontinence impact caution 70%. About the responsiveness, the perception of the change by the patient after catheter hemorrhage. For Lingala, before treatment, we have 35 patients. After repair, we lost 3 patients. We have 32 patients. The mean and the standard deviation, the deviation was 40.47 and the standard deviation 20.8. After treatment, it dropped 19.1 and 18.5. It was the same for the mean and the standard deviation of all the group of the patient. We have an important effect size in Lingala. It was minus 1.06 for urinary distress involuntary 6 and minus 1.9 for incontinence impact caution 7. But for Kikongo, before repair, we have 33 patients. After repair, we lost 22 patients. We have only 11 patients. But the mean and the standard deviation dropped. It wasn't possible to have the effect size. Assessing quality of life in a woman with obstetric fistula is very difficult in Democratic Republic of Congo. After the closure of the fistula, it's difficult for the patient to come in the hospital for the follow-up for several reasons, financial reasons, difficult to access in the hospital. But urinary distress involuntary 6 and incontinence impact caution translation into Lingala and Kikongo have acceptable phase and content validity. It's comparable with Dutch. The internal consistency of the urinary distress involuntary 6 was lower than for incontinence impact caution 7. It's similar to other publications, like in Dutch with Udomo, Kam for Turkish, and El Azab in Arab, and Ruiz in Spanish. The effect size for responsiveness was very important. This is a dramatic positive effect of surgery of obstetric fistula. Is greater than the effect size of surgery of stress urinary incontinence and medical treatment of mixed urinary incontinence. Professors, August Assembly. Since 2006, a SOFA team takes care of women who have obstetric fistula. The action of SOFA is based on the curative setting, the preventive setting, and financing. For curative setting, we have fistula patient, fistula center, and curate patient. And for preventive setting, SOFA organized training of local doctor and nurse. SOFA organized education of patient and prevention campaign. For financing, SOFA organized macro-financing initiative like agriculture program. The result of SOFA. In 2008, we have some patients who came from
the district of Kisanto. But since 2011, all the patients came from outside of Kisanto, like in Cataract, in Bazangogo at 30 kilometers, or in Boma at 100 kilometers. The comparison between the mean distance from Kisanto and the global surgery period. At 2008, the mean distance was 32 kilometers, but at 2012, it was 95 kilometers. The rate increase is the same for the rate of the global surgery. And for the analysis of the global obstetrical activity in Kisanto, the short birth at 2008, it was 639, and at 2012, 940. The rate increase is the same for the rate of cesarean section. The rate of maternal mortality was very low, 5 in 2008, and 5 in 2012. But the rate of intrauterine mortality was relatively high, 71 in 2008 and 88 in 2012. According to the Bernice, Donay and Hamsey, a best partnership and a specific management can be at the root of the decrease in the number of obstetric fistula. In Kisanto, various initiatives have been taken in Saint-Luc Hospital by Solfa and Leuven, and we have a decrease in the number of obstetric fistula in the perimeter surrounding the treatment center. In Ethiopia, since 2005, we have a declining incidence with the implication of the government. A global contribution of an organized health system is required to avoid late treatment and to reduce the emergence of new fistula and to reduce the rate of intrauterine mortality. Professors Auguste Assemblée, our conclusion. In Kisanto, we have a rate of obstetric fistula, but it was possible to have cesarean section, but the problem was prolonged labor that caused ischemia and necrosis while the cesarean section has been performed. For this, in Democratic Republic of Congo and in other African countries, access to the hospital and the management of pregnant women must be improved. Post-fistula incontinence is a clinical problem. Fibrosis and urethral location are independent risk factors for recurrence. Further research on preventive measures during surgery is needed. Incontinence impact question 7 and urinary distress inventory 6 has been translated in Lingala and Kikongo with good content validity and face validity and an important effect size. The global integration of systems in Democratic Republic of Congo and in other African countries is needed for to avoid late treatment. Basic research is needed for to investigate how recent vesicovaginal fistula could benefit of natural healing process, catheter drainage, and stem cell therapy. Our perspective. In DRC, we must have implication of several actors for to improve access in the hospital, road, bus, ambulance. In our university, it's time of the creation of urology lab for the contribution in basic research for the improvement of several diseases and the continuity of our research. Continuing the standardization of international questionnaire in our local language is needed for to improve the quality of the care of sub-Saharan African patients. We will strive to keep doing research that can be presented at international meetings and conferences. Continuous cooperation with this prestigious university, Catholic University of Leuven, and other universities is needed for to improve the quality of our research, our teaching, and our service to the patient. Thank you.
Thank you, Matthieu, for your presentation. We will now start with the jury member examination by the jury members, and the first jury member will be Professor O'Neill from University College in London. She is a urogynecologist and a uroneurologist, so she's perfectly in a condition to ask adequate questions. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Matthieu, for a fantastic presentation and a very interesting thesis. I would like to start off with a very general question and ask, from all the work you have done, what is the one thing you feel your thesis has contributed to the world of fistula? The contribution of my thesis in the word fistula. In this thesis, we saw that in the etiology of fistula, in the case of Democratic Republic of Congo, we have a number of fistula. But in the case of Congo, it's possible to do cesarean section. But why they do cesarean section? The baby dead. This is a problem. For this, for Congo and other African countries, we must to improve the quality of the care of pregnant women. It's possible to have cesarean section. We have the doctor, but it's time to do all things with a good indication and on time. This is our contribution for the case of Congo. It's different from other countries. We do cesarean section, but too late. This is a big problem of the care of the pregnant woman. It's time to have ambulance to do cesarean section on time. This is the particularity of Congo, and I think in other countries they must to have the same system for all things on time and cesarean section with a good indication. I was very interested in the quality of life assessment, because this is unusual, as you know, in the world of fistula. And I think the way you prepared it and assessed it was very, very encouraging for providing good care for the women. From your perspective, did the women have problems answering to those questions? Yes, it was in Kikongo, in rural areas. Sometimes we have a member of family who help for the examination for illiterate women. More time, we have a member of family who was allowed to be there for the examination. One further question. In your opinion, did the women, when they filled the quality of life questionnaire, even with the family, did they feel this was a positive experience for them? I think it depends. It depends. For the room, it depends. Sometimes the answer can't be the good right answer, because it depends of the member of a family who give the answer. It will depend. So it depends on the family rather Yes. than on the group. Yes. Okay. I'm going to indulge one more question. So, I was interested with the model, the animal model that you have arranged, which was to show how a fistula can be done and perhaps to use it as a research tool. What type of research would you be interested to see if we were successful with getting a good animal model?
if we have a good animal model, from it, I wanted to have a stem cell therapy for fistula, because more time for recurrence of fistula. It's for the fistula located in urethra, circumferential fistula. We have a lot of problems for this, and we can use stem cell to try the result in near future. Thank you very much. Thank you, Dr. Matthieu. Thank you so much. So our next jury member is Professor Andrian from Liège. He's an urologist, and you may ask questions in your mother tongue if you prefer. Like French? Yes. Mon cher Loposso, cher membre de la faculté, avant de vous donner des observations, des questions sur votre travail, je dois vraiment parler de mon admiration pour la route que le docteur Loposso a fait jusque ce jour 22 novembre. Avec la rencontre de tes professeurs, de tes maîtres, de tes mentors, de tes sponsors, et en particulier le professeur Dirk de Rieder, l'idée de travailler sur les fistules obstétricales est exceptionnelle. Je pense que ton PhD est exceptionnel pour cela, et je pense que c'est la première fois qu'en RDC, on parle aussi bien de ça. Cette idée de parler de la fistule m'a permis d'être à Leuven, parce que j'ai moi-même un peu d'expérience dans le domaine de la fistule vésico-vaginale. J'en suis fier et honoré, et je remercie les membres du jury d'avoir pensé à moi. Alors, je vais poser quelques questions, faire une petite remarque dans le background et les considérations générales. J'ai un peu eu l'impression que dans les causes d'échec et les dommages que la tête de l'enfant fait localement, tu as un peu parlé de l'aspect musculaire et neurologique des dégâts. Et je pense que nous, les chirurgiens, nous devons savoir qu'il y a eu des dégâts neurologiques, soit de la tête de l'enfant, tu en parles, sur le plexus sacré, éventuellement une atteinte du nerf pudendal, et très certainement, et là, Dirk, tu seras probablement d'accord avec moi, sur le système neurologique autonome du pelvis, et surtout le système parasympathique qui est installé le long du vagin et qui est très fragile à l'ischémie et à la compression. C'est une remarque simplement. Je trouve que ça aurait mérité d'être cité. Alors, dans ces considérations générales, et à la page 17, tu dis in complex cases, urinary diversion procedure may be needed. Donc j'ai deux questions, puisque tu es familier avec la fistule vésico-vaginale et que tu sais que certaines femmes ont perdu leur urètre et ont perdu leur vessie. Oui. Parce qu'elles ont été opérées 3 fois, 4 fois, 5 fois, parce que le traumatisme au départ était très important. Est-ce que vous avez rencontré ce type de patient à Kisantu et quelle est l'attitude que vous avez vis-à-vis de ces patients? Oui, pour des cas de patients où il y a dommage de l'urètre complètement, et deux fois, ce qui est conseillé, c'est en anglais l'urinary diversion, la dérivation urinaire. Chez nous au Congo, nous faisons souvent jusqu'au nom de l'urétérostigmoïdostomie, mais on peut faire des autres modèles comme le briquet. Le problème du briquet, c'est l'appareillage des poches d'ostomie. Oui, et c'est le problème de l'implantation urétérale dans le sigmoïde, c'est la surveillance de la patiente et le risque de cancérisation qui existe dans les 10-15 ans qui suivent. Donc la surveillance est très importante. Moi, je pense que le réservoir iléal continent est probablement une solution pour les patients dans des centres qui permettent
une chirurgie à risque et dans le progrès que nous allons faire pour suivre ces patients. Alors au chapitre 4, tu parles des facteurs qui prédictifs, predictor of successful treatment following obstetric fistula surgery. Tu montres clairement que la fibrose et la lésion urétérale sont des facteurs indépendants. Et à cet égard, je vais te poser 5 questions. Est-ce que tu penses qu'un suivi de 3 mois est suffisant pour juger le résultat? Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans les mois qui suivent, 6 mois, parfois 1 an, la situation ne peut pas encore changer? Et je vais te dire à quoi je pense. Je pense à la cicatrisation de la paroi postérieure de la vessie, antérieure du vagin, qui peut créer des brides cicatricielles qui va ouvrir l'urètre et fragiliser le mécanisme de continence. Oui. Normalement, le suivi de patients doit être continu. Pour notre étude, nous avons fait notre suivi à 3 mois. Mais on peut encore revoir le patient dans un programme continu pour évaluer le retentissement continu des anomalies après la cure. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans le travail important que vous avez réalisé, vous avez opéré 49 patients avec une procédure complémentaire, celle de Browning ou celle de Waldeck, pour suspendre le col vésical ou en tout cas soutenir l'urètre. À propos de ces procédures complémentaires, est-ce que tu peux me dire combien de patients ont connu dysuria or retention après l'ablation de la sonde? On continue de recherche dans ce sens. Au moment de l'examination, on n'avait pas encore assez de ces complications, mais nous allons revoir le patient de temps en temps, chaque fois que nous allons à question, le patient quand le problème revient de temps en temps. Donc nous aurons certainement ces éléments-là dans notre base de données. Ma question est en rapport avec les manœuvres complémentaires péropératoires réalisées qui peuvent éventuellement mettre la patiente dans une situation de dysurie quand on décide d'enlever la sonde au 10e ou 12e jour. Je ne sais pas combien de temps vous laissiez la sonde. Oui. Est-ce que c'est arrivé d'après les dossiers? Bon, d'après le dossier, on n'a pas eu beaucoup de cas de complications. Parce que dans certaines situations, on doit envisager de l'auto-sondage, des dilatations, et je pense que s'il y a un obstacle infravésical, il y a éventuellement un danger de récidive de la fistule, parce qu'une vessie qui fonctionne à haute pression, ce n'est pas l'idéal. Donc, je crois que ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Une question difficile, mais elle est gentille, parce qu'elle fait partie de tes perspectives. Je voudrais te poser la question de savoir, puisque tu as fait de la chirurgie expérimentale, quelle solution idéale pourrais-tu imaginer préopératoire d'envisager éventuellement une solution locale pour diminuer la fibrose dans un avenir? Donc, on rencontre un patient qui a une grosse fibrose, on se dit, oula, les tissus ne vont pas se rapprocher facilement les uns des autres. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans le futur un traitement local pour diminuer cette fibrose? Pour diminuer la fibrose? Avant de l'opérer. Avant d'opérer? Bon, généralement, nous, je crois qu'il faut attendre un peu le temps. Avec le temps, le processus fibrotique, on peut voir que ça peut diminuer. Donc le temps, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer des solutions biologiques qu'on pourrait injecter? Bon, on va désinfecter la malade s'il a une infection.
infection, on va traiter la bilharziose s'il y a une bilharziose, on va faire tout ce qu'on fait habituellement, mais si tu pouvais avoir un coup de baguette magique, qu'est-ce que tu imaginerais qu'on puisse utiliser pour diminuer la fibrose? Bon, dans les expériences que nous avons faites, on voulait tester avec le stem cell pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'avenir. Tout ça. Ouais, moi, je pense que c'est peut-être une bonne idée. Il faut s'intéresser à la patiente. Certains auteurs démontrent que les patientes HIV sont probablement plus fragiles que d'autres, etc. La solution, c'est bien sûr les cellules, mais c'est peut-être la culture de ce tissu. Moi, je rêve de faire des missions, rencontrer des patients qui n'ont plus de vessie ou plus d'urètre, prélever un morceau de tissu, revenir en Europe, peut-être à Kinshasa, mettre le tissu en culture et recréer un tissu vésical, recréer un tissu musculaire brûlant, et revenir opérer la patiente avec la possibilité de lui faire avoir des réservoirs. Ça, je pense que c'est le futur. Alors, la quatrième question, c'est la dernière question qui m'intéresse. C'est quant à savoir si vous avez utilisé le urethral plug. Non, on n'a pas utilisé ça. Et je ne sais pas si vous en avez une expérience, le plug urétral. On a une expérience belge et on a abandonné également à cause des infections de Nous l'avons utilisé quelquefois dans les vessies très peu compliantes et on a quand même observé une expansion de la vessie en quelques mois. Mais il faut au moins les utiliser 6 mois. Donc ça, je pense que c'est une idée qui est parfois intéressante. Alors, je n'ai pas d'expérience concernant les questionnaires de qualité de vie. Je pense que le travail est remarquable en termes de International Continence Society. Et je pense que la qualité de vie et l'évaluation de la qualité de vie est quelque chose de très difficile. Et tu l'as bien exprimé, c'est une prise en charge globale de la patiente qui est importante, qui associe des soins sociaux, de l'éducation, éventuellement un training pour un petit job. Et nous, avec Médecins du désert, parce que c'est le nom de notre groupe, on a pris l'habitude de donner aux patients qui quittaient guéris ou améliorés ou pas guéris, qui quittaient l'hôpital, on leur donnait un petit cadeau. Du savon, du sel, un seau, une bêche et parfois quelques dizaines de dollars. Et je pense que la qualité de vie de ces femmes-là peuvent aussi être influencées par toute cette prise en charge globale de la patiente. J'ai même craint à certains moments que des patientes reviennent avec des plaintes pour recevoir ces cadeaux. Il faut qu'on fasse fort attention. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es probablement pour la RDC un pionnier de la prise en charge de la fistule vésico-vaginale et tu as été aidé magnifiquement pour cela par Solfa, Unikin, l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, Lumos de la KUL. C'est quelque chose de magnifique. Et dans la partie travail relatif à l'hôpital, tu as bien démontré l'importance des 3D. Et vraiment, je ne peux que vous féliciter. Et moi, je voudrais pouvoir faire ça aussi dans l'autre partie du Congo où nous travaillons, puisque nous travaillons au Katanga. J'ai une dernière question qui est une dernière chose, si vous voulez bien. C'est l'occasion de parler de la fistule. J'ai été un peu étonné de la gratification qu'on a fait à certains médecins congolais qui n'avaient peut-être pas d'expertise de la part de la FNUA et qui ont opéré pour $500 sans nécessairement les avoir suivis, sans nécessairement les avoir
dérive. Et là, je crois qu'il faut vraiment faire très attention de ce qu'on peut faire avec l'argent qui est disponible pour ce type de choses. Je ne sais pas si tu as un avis à ce propos-là. Oui, il y avait des missions qui étaient constituées au Congo de temps en temps. Mais nous pensons que c'est sérieux? Non, nous pensons que ça doit être dans un cadre bien. Il faut préparer les gens, il faut bien les entraîner. Et ce sont des projets pour le futur. Il faut former les gens avant qu'ils aillent et il faut évaluer le patient dans l'avenir, le patient dans l'avenir. Puisque après l'émission, il rentrait à Kinshasa et on n'avait pas d'éléments sur le suivi de patient. Je te remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bernard Spitz, qui est gynécologue, he is a gynecologist in our university hospital. You can choose your language. Loposso n'allait sans doute pas être fâché si je vais continuer en néerlandais. Mais tout d'abord, je vais joindre mon confrère dans l'appréciation de votre travail. Je crois que c'est important lorsque il est plus que vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Peut-être que l'expertise doit aussi être important pour les interactions que nous avons avec ces problèmes-là qui existent. Je suis obstétricien, donc relativement laïque dans votre domaine. Je vais essayer de couper encore quelques questions qui restent un peu par chapitre. Et c'est surtout un petit peu l'œil du gynécologue. Dans le premier chapitre 3, finalement, vous décrivez les résultats sur votre population de 146 patients. Vous avez un taux de césarienne relativement élevé. Et alors, vous mettez une durée de travail en moyenne de 31 heures de travail. J'ai vu maintenant dans votre présentation que ce n'était pas le travail, mais le travail obstrué. Parce que je me disais à prime abord que ce n'est pas excessivement long, surtout que je vois surtout les débats. Alors, c'est un petit peu, est-ce que vous pouvez clarifier ce que vous voulez dire par ces 30 heures? Est-ce que c'est la deuxième phase ou est-ce que c'est réellement un travail obstrué? Une deuxième question de ce premier chapitre est, est-ce que vous avez une idée de la parité de ces patients? Est-ce que ce sont en réalité surtout des périnatales et quelle est la mortalité périnatale de ce? Merci. Oui, pour la première question, il s'agit de la phase d'obstruction réelle. Les patients arrivent dans une phase, dans un stade tardif. C'est un vrai problème pour notre pays, la République démocratique du Congo. Quand la femme arrive à ce stade, faire la césarienne pour vous les gynécologues, est-ce que c'est indiqué ou pas? Un de maîtres de gynécologie de Kinshasa, un ancien, Mirzeï, il disait toujours « un fœtus mort sort toujours ». Voyez, dans ce cas-là, il y a un grand taux de mortalité intra-utérine. Est-ce que c'était nécessaire de faire des césariennes? C'est ici où on arrive à la solution qu'il faut vraiment améliorer la prise en charge dans ces hôpitaux. Il faut qu'il y ait des échographies avant de décider de la césarienne. Puisque peut-être ce sont des césariennes qui se font tardivement. C'est ça le problème, un vrai problème. On passe alors au chapitre 3 et 4. Je crois que c'est plus ou moins le même groupe de étendu de la patient. Et là, vous mettez beaucoup quand même accent sur la fibrose, comme déjà dit, comme facteur de succès, soit la récurrence, mais le succès à longue échéance. Est-ce qu'il y a des facteurs à risque spécifiques pour la fibrose? Quelles femmes sont surtout à risque? Je ne sais pas très bien, mais dans vos conclusions, vous parlez qu'on va essayer de traiter le plus vite possible et aussi essayer de la traiter le plus vite possible. Est-ce que c'est ça la politique à suivre? Et une deuxième question du même chapitre
est-ce qu'il y a, en dehors, l'aspect chirurgical, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont importantes pour influencer le succès? Très bien, l'alimentation, kinésithérapie, alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont aussi importants à prendre en charge? Et puis, il y a la même question que mon collègue a posée. Est-ce que la fibrose peut se faire traiter à l'avance? Et est-ce que, par exemple, les derniers temps, on parle aussi d'une thérapie laser pour influencer l'atrophie postménopausale? Est-ce que ça pourrait éventuellement aussi être une voie que vous pourriez inclure dans votre Concernant d'autres mesures pour le succès, oui, il y a beaucoup de mesures pour le succès. Le patient mal nourri, il y a une étude en Éthiopie, l'étude de Fraziger. Fraziger veut intégrer maintenant, par exemple, dans la prise en charge, l'état sérologique, puisqu'on a constaté que le patient HIV cicatrise mal. Oui, donc il y a d'autres facteurs exogènes qui peuvent influencer la cicatrisation. Le patient qui ne mange pas bien, le patient qui a une hypoprotéinémie, il prend beaucoup de possibilités de mal cicatriser. C'est les cas dans le milieu rural. Souvent les gens ne mangent pas bien. Ce sont des gens qui se marient jeunes, qui sont mariés très jeunes. Et il y a beaucoup de problèmes dont ils ne mangent pas bien. Et c'est ça cause aussi, c'est parmi les facteurs des échecs. Ce sont des facteurs des échecs, c'est ça. Le patient mal nourri, il y en a beaucoup. Le patient dénutri, le patient HIV positif, ce sont des facteurs des échecs. Maintenant, pour avoir le succès, il faut veiller à améliorer la qualité de la vie globalement. Il faut prendre des mesures globales dans notre communauté. C'est-à-dire... Et la kinésithérapie est important ou moins important comme ça? Oui, la kinésithérapie peut jouer un rôle dans certaines fistules. Par exemple, il y a des fistules avec altération du sphincter urétral. Deux fois, on peut recourir aussi à la kinésithérapie pour la prise en charge de ces incontinences. Ça peut jouer un rôle, mais ce n'est pas vraiment bien détaillé. On va passer au chapitre 6, qui me paraît très intéressant comme concept. J'avais une question technique que je ne vais pas vous poser parce que le temps passe, mais je voudrais quand même bien commenter un tout petit peu sur le taux de patients qui ne savaient pas lire. Vous dites, on va utiliser un intermédiaire, souvent un membre de la famille, un enfant qui sait lire. Est-ce que vous pensez pas que cela peut avoir une influence sur les résultats parce qu'il s'agit quand même de données relativement intimes et sensibles? Matthieu. On behalf and under the authority of Professor Richters, rector of the University of Leuven, considering that Matthieu Loposso, born in Kinshasa on December 29, 1972, is a holder of the diploma of medical doctor issued by Université de Kinshasa in 2008, seeing the statement of the examining board appointed by the rector, from which it appears that Matthieu Loposso has submitted and publicly defended a thesis on advances in the management of obstetric fistulae. On the advice of the examining board and in accordance with the requirements of the decrees concerning higher education in Flanders, I hereby confer upon Matthieu Loposso the degree of Doctor of Biomedical Sciences.
your friends here. And I would like to give the word to your promoter, who has a word to say to you. Matthieu, mes sincères félicitations, je suis très très fier de toi. Dear members of the audience, it's another type of audience that we are used to. It's less white. Bienvenue à Leuven, bienvenue et surtout merci de venir soutenir Matthieu parce qu'il a fait une tâche exemplaire et très difficile. Quand je lui ai rencontré il y a quelques années, je lui ai dit d'abord, il faut apprendre l'anglais parce que vous n'allez pas publier seulement en français. Il a suivi des cours à l'Institut américain, je crois, à Kinshasa. Et voyez, maintenant on est 4 ans plus loin et il parle l'anglais, il écrit en anglais, il présente en anglais, comme c'est sa seconde nature. Félicitations de cela, Matthieu. Deuxième chose que je lui ai demandé, c'est d'avoir un certificat pour travailler avec des animaux du laboratoire. Il m'a regardé avec des yeux un peu bizarres, mais il a obtenu son certificat et maintenant il peut travailler avec des animaux de laboratoire. Il a appris de faire des statistiques, il a appris à faire des rapports, il a appris à faire des études et de lire beaucoup. Il a appris énormément de choses. À part ça, il a fait des amis, non seulement ici à Leuven, mais un peu partout dans le monde, à Kinshasa, à Kisantu. Il a publié, il a présenté même au BAU, à la Belgian Association of Urology, où il a gagné un prix. Donc, il a vraiment été exemplaire, un étudiant exemplaire. Et je suis certain que ce sera un académicien du futur pour le Congo, un académicien important. Et je suis fier d'avoir été ton promoteur. Merci beaucoup. Félicitations et bonne route. J'ai préparé cet exposé en anglais. Peut-être que je vais le présenter en français, qui est la langue que je maîtrise le plus de temps en temps. Je reviendrai en anglais. La première chose, c'est de présenter mes remerciements à ceux qui m'ont invité à l'accueil Leuven. First of all, I would like to express my acknowledgement to was welcome me in KU Leuven. C'est pas la première fois que je suis venu. Déjà en 2010, j'étais invité comme doyen. Et c'est une coutume de cette université d'inviter le doyen de la faculté de médecine de Kinshasa. Ensuite, aujourd'hui, je viens en tant que membre d'un jury de doctorat. Toutes ces invitations sont d'un honneur pour moi au niveau personnel et au niveau de ma faculté. Et je voudrais pour cela remercier tous ceux qui ont contribué à cela. La liste est très longue. Je cite tout simplement les autorités de cette université, les alumni, mais également le chef de département d'urologie de la KU Leuven. Je voudrais mentionner particulièrement, I would like to mention particularly the well-known Professor Franz Verdonk. I've seen him, and I'd like to mention my distinguished colleague, Professor Dirk. Merci, Professor Dirk. I would like also to thank
the jury members for the remarks and advices that have helped the candidate to better his dissertation and has everything at the level of PhD document. Many thanks, dear colleagues, for that. Alors, je voudrais aussi un petit peu parler brièvement de notre rencontre avec le professeur Duc. To make short a long history, Professor Duc and I met more than 5 years ago in Kinshasa. Professor Duc was on his way to Belgium, coming from Kisambu, the place where the thesis began. And it was an opportunity for us to set a cooperation between our departments. Merci, Professeur Duc. Merci d'avoir donc concrétisé le projet que nous nous sommes fixés aujourd'hui, le docteur Loposso et PhD. Enfin, je remercie les Congolais qui sont ici. Certains sont venus directement de Kinshasa pour soutenir Matthieu et être le témoin oculaire. Some of Congolese people came from Kinshasa in order to support Dr. Loposso and to be witnesses of this defense. Je vous remercie, chers amis, d'être venus. Enfin, c'est un devoir pour moi, it's a duty for me, to congratulate Dr. Loposso. Pourquoi? Pour avoir fait préparé cette thèse et l'avoir défendue en anglais. L'anglais, English is a second language for us, for historical reasons. Donc c'est un grand effort que tu as fait pour arriver à ce niveau. Félicitations également d'avoir ajouté un nouveau travail, un travail académique sur le fistule urogénital, après d'autres travaux que nous avons fait. Je voudrais rappeler la thèse du professeur Leuven pendant les années 70 et 4 mémoires qui ont été déjà faits dans notre service donc pour suivre le fistule urogénital. Je vais m'arrêter là parce que l'heure est à la fête. Donc nous allons fêter et bien fêter donc cette grande réussite du docteur Loposso. Merci de m'écouter.